groupe de travail qui doit lui soumettre d'ici à la fin janvier 2013 un plan pour renforcer le contrôle des armes à feu. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 et bienvenue dans le 20h. Je vous le disais à l'instant, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, était dans le 108 il y a quelques jours. Visite au cours de laquelle il a animé un meeting à Boisseau. La réconciliation nationale, la cohésion sociale et la culture de la tolérance sont les maîtres mots de cette rencontre avec le peuple du 108. Le point avec Victoria Angwa. Quelle contribution du 108 à la réconciliation et à la paix? C'est le sens du message du président de l'Assemblée nationale en direction des populations du sud Comoé en général et du 108 en particulier. Aboisseau a été une terre d'accueil pendant la crise post-électorale, mais les populations ont besoin de cohésion. Nous avons besoin ici de renforcer la cohésion sociale et cultiver l'un des vœux chers au président Alassane Ouattara, de vivre ensemble. Il suppose d'abord et avant tout que les coutumes et les traditions des accueillants soient respectées par ceux qui sont accueillis. Le Sud Comoé encourage la Côte d'Ivoire fraternelle pour consolider la nouvelle ère dans la gestion des affaires. La visite du président de l'Assemblée nationale suscite espoir dans le 108. Votre visite en tant que président de la représentation nationale est la preuve patente de l'engagement de toute la nation dans un processus de réconciliation et de reconstruction qui doit ressouder le tissu de la cohésion déchirée par tant d'incompréhension et d'antagonisme injustifié. Le Sud Comoé a toujours démontré son engagement à sauvegarder les intérêts nationaux, même au plus fort des crises nationales comme celle que nous avons connue en 2010. Et notre contribution au processus de réconciliation est sans équivoque et irréversible à vos côtés et aux côtés de Monsieur le Président de la République, afin que les fondamentaux de l'économie puissent se consolider de sorte à produire les fruits du développement durable. Une minute de silence en mémoire des victimes de la crise post-électorale. Salutation du président de la République Alassane Ouattara au 108. Le président de l'Assemblée nationale est venu sur le terrain pour s'imprégner des réalités des populations et parler de réconciliation et de paix. Dans la constitution de la Côte d'Ivoire, il est interdit de contraindre un citoyen à l'exil. Le président de la République demande à tout le monde de revenir en Côte d'Ivoire. Et j'étais content que le doyen Aka revienne en Côte d'Ivoire. Les grands militaires qui peuvent déstabiliser un régime, mais on les a tous reçus. Le général Mangou est ambassadeur au Gabon, à Libreville. Le général Kassaraté, il est ambassadeur à Dakar. Le général Aka, de la base aérienne, il est attaché de défense à Washington. Le colonel Conan Boniface. Tous les autres, ils sont venus. Quand tu reconnais que ce que tu as fait n'est pas une bonne chose, le pardon vient plus facilement. N'opposez pas la religion l'une à l'autre. N'opposez pas les fils et filles du Sud Comoé. Donnez-vous la main. Que les cadres, les doyens, que vous puissiez, pétris de sagesse, d'expérience, nous aider à réussir la réconciliation ici. Je demande au préfet, aux députés, au roi, de former un comité, de sillonner pour que les exilés reviennent. Le président Guillaume Soro a reçu des dons, en vivre et non vivre. Il invite la jeunesse à se battre pour son avenir. Il a accordé quelques audiences à différentes couches sociales après le meeting. Le président Guillaume Soro invite les Ivoiriens à rentrer unis en 2013. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui aussi, était cette fin de semaine dans le Sud Comoé. Il était allé aux côtés de plusieurs membres du gouvernement honorer l'un des fils de la région, Brouaka Blaise, élu secrétaire général de la conférence des postes de l'Afrique de l'Ouest, CEPAO. Célébration de l'excellence, ponctuée par un appel à la réconciliation et au retour des exilés ivoiriens au Ghana voisin, nous dit Alexis Ouetraogo. Sud Comoé, région du Djandji, à Yamé, première visite à l'intérieur du pays du chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan.
Motif de ce déplacement, la célébration de l'excellence, celle d'un fils de la région fraîchement nommé secrétaire général de la CEPAO, entendez conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement, ils se succéderont au pupitre des allocutions autour des thèmes de la réconciliation et de l'excellence. Après le représentant du ministre des Postes et des Technologies de l'Information et de la Communication, le ministre Adjoumani, dans le ton joyeux du jeu des alliances interethniques, saluera la nomination de M. Brouaka. Ce dernier n'a pas manqué de dire sa reconnaissance au Premier ministre. Il a aussi lancé un appel au cadre de la région du Sud Comoé en vue de l'unité indispensable au développement de la région. Prenons le trait de développement. En Afrique, on peut bâtir des belles cités. Pourvu qu'on s'entende, pourvu qu'on s'asseye pour parler, pour se pardonner, mais avec pour souci d'aller toujours de l'avant. Présent à cette rencontre, le ministre d'État, ministre Ahmed Bakayoko, n'a pas manqué de saluer le modèle de sérieux qu'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il a aussi lancé un appel au développement, à la réconciliation et a définitivement tourné le dos à la distraction dans le pays. Même les pays européens, quand ils ont fini leur guerre, le monde entier s'est mobilisé à travers le plan Marshall pour les aider. Nous aujourd'hui, après le groupe consultatif mené par le Premier ministre et le président à Paris, le monde entier est à notre côté pour nous aider. Il y en a qui veulent nous tirer encore en arrière. Que ce n'est pas fini. On va prendre revanche, on va faire tout ça. Ils perdent leur temps. Ils n'ont qu'à venir, on va se réconcilier, on va vivre ensemble. On va travailler ensemble, chacun va avoir un peu, chacun va être bien. Aujourd'hui, c'est le temps du développement. C'est le temps de faire des choses concrètes pour vous aider. C'est le temps de construire des routes. Par exemple, la route qui a quitté à Yamé, voilà à Bengourou. Mettant fin au chapitre des allocutions, Daniel Kablan-Duncan a exhorté les jeunes de la région au travail et à la notion d'excellence. Il s'agit pour le chef de l'État, par-delà les différences inhérentes à une nation, en formation comme la nôtre, de privilégier les qualités individuelles et les valeurs qui font la fierté d'un pays, à savoir la compétence et la qualité de ses filles et fils. L'année 2013 qui commence dans 10 petits jours doit être et sera l'année de la réconciliation, l'année des retrouvailles de l'Union pour le développement de notre pays. La célébration a pris fin sur la note joyeuse d'échange de présents. Tout autre chose à présent, comme tous les ans, la fin de l'année est célébrée en grande pompe partout, tout comme à Abidjan, une période où la consommation de la volaille grimpe à une grande échelle. Il y a souvent même pénurie de poulet. Intéressons-nous d'abord à la première grande inconnue, le prix de ces volailles. Pour avoir des réponses, la rédaction de RTI 1 a sillonné quelques marchés d'Abidjan, le reportage de Brouléon. Marché de Ouassakara à Yopougon. Les étagères à volaille ont déjà fait leur plein de poulet. Les prix, eux, varient selon l'espèce de poulet, entre 7 000 francs et 10 000 francs CFA la variété reproducteur. Par exemple, au moins 3 500 francs le poulet pondeuse. Cette année, c'est un peu trop cher. Parce que l'année passée, c'était 3 000 francs. Je leur ai dit de diminuer, mais ils n'ont pas voulu diminuer. Côté commerçant, cette hausse de prix par rapport à 2011 se justifie. Nous donne à 3200. Nous, on vend à 3500. Donc, c'est dans ça, nous, on enlève, on paye le manger, on paye le ticket de la mairie, on paye l'eau pour donner le poulet. De Yopougon à Cocody, en passant par Adjamé et Abobo, ce n'est pas encore l'affluence des fêtes dans les marchés à poulet. Mais déjà, des ménages manifestent leur préférence pour le poulet plumé. C'est encore plus hygiénique, bien protégé, un peu, c'est ça. Ce que je pense au prix abordable. J'ai pris 2 poulets de 2300. À 2 jours de Noël, le prix du poulet vivant au détail est au-delà des espérances des consommateurs. Entre 2300 francs et 2500 francs CFA le poulet de chair, variété la moins chère vendue, ou au moins 3500 francs la pondeuse. Vous venez de le voir, le prix de la volaille en cette fin d'année est jugé élevé par plus d'un consommateur. Autre inquiétude des consommateurs, est-ce qu'il y aura du poulet en abondance pour couvrir les besoins des ménages en cette période de fête de fin d'année? C'est pour avoir les réponses à cette question que le ministre des Ressources animales a visité les aviculteurs et les producteurs nationaux de volailles. La réponse est rassurante. 6 millions de poulets et autres volailles de bonne qualité ont été produits pour approvisionner le marché ivoirien. C'était au cours d'une visite de terrain suivie par Brouléon. Ferme avicole de Songon, route de Dabou, abattoir de volailles à Abobo.
Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, en visite d'inspection. Objectif, s'assurer que la promesse faite au gouvernement par les producteurs nationaux de volailles de pouvoir couvrir les besoins des ménages peut être tenue. La réponse de la filière, c'est oui. Pour le poulet, par exemple, 6 millions de têtes sont disponibles pour les fêtes de fin d'année. Une production en hausse de 24% par rapport à 2011, saluée par l'émissaire du gouvernement. Déjà, il y a une satisfaction qui nous habite de savoir qu'il y a du poulet à profusion pour ce qui est de cette fête-là. Et le président de la République nous a donné des instructions fermes, faire en sorte qu'au moins au niveau de l'aviculture, nous puissions être compétitifs. Et c'est ce que je suis en train de constater avec la filière volaille. De la volaille en quantité et en qualité, mais combien coûte le poulet de fête? À cette question des consommateurs, voici la réponse de l'interprofession avicole IPRAVI. Le meilleur régulateur du marché, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Et comme l'offre est suffisante, elle est en augmentation, l'éleveur qui s'amuse à vouloir spéculer sur des prix trop élevés risque de se retrouver le 3 janvier avec ce poulet encore sur les bras. Donc nous pensons que l'un dans l'autre, on devait aller vers des prix abordables pour les Ivoiriens. Liberté pour chaque commerçant de fixer son prix. Les consommateurs, eux, souhaitent ces prix accessibles pour les ménages. Entre 1500 francs et 3000 francs CFA la pondeuse par exemple. Autre sujet au cœur de l'administration ivoirienne, une sorte de bilan dans le monde du travail en cette fin d'année. Ils étaient taxés de retardataires et même absents à leur poste. Les habitudes des fonctionnaires ivoiriens ont-elles changé aujourd'hui? Sont-ils respectueux des heures de travail? La réponse à ces interrogations dans ce reportage signé Francis Boifo. Pour vérifier si oui ou non les fonctionnaires ivoiriens sont respectueux des horaires de travail, l'on a choisi de visiter certains restaurants ce vendredi après-midi. Nous sommes dans un restaurant de la cité administrative de la commune du Plateau. Cette femme que vous apercevez derrière moi se plaint depuis 30 minutes parce que, dit-elle, plus d'affluence dans son restaurant. Les fonctionnaires qui y viennent sont déjà partis. Depuis à 13h30, il n'y a plus personne. Tout le monde est monté. Nous-mêmes, ça ne nous arrange pas parce que ça ne fait pas entrer de l'argent dans la caisse. Donc c'est pour ça que je ne sais pas. Ils viennent manger de midi jusqu'à 13h, 14h comme ça. À partir de 14h comme ça, ils arrêtent de manger. Un tour dans certains services de l'administration publique et l'on constate que les agents sont à leur poste. De tous les services que l'on a visités ce vendredi après-midi, les fonctionnaires étaient à leur poste. On peut le dire, les habitudes ont changé. La notion du respect des horaires de service fait désormais partie du quotidien des fonctionnaires et agents de l'État. Dans le chapitre santé, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a visité des centres de santé de Yamoussoukro, au nombre desquels l'hôpital catholique Saint-Joseph à Moscati. Le témoignage de Jérôme Kofi Aboula. L'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati, dont la première pierre a été posée par feu le président Félix Houphouët-Boigny en septembre 1992, en présence du docteur Alassane Ouattara, alors Premier ministre de Côte d'Ivoire, est l'une des structures sanitaires de Yamoussoukro visitée ce mercredi 19 décembre 2012 par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida à l'occasion d'une mission gouvernementale dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Cet hôpital, en plein travaux, fait partie des œuvres de promotion humaine à réaliser autour de la basilique Notre-Dame de la Paix, conformément aux vœux de sa sainteté, feu le pape Jean-Paul II. C'est son recteur qui a servi de guide à la ministre de la Santé au cours de cette visite. Cet hôpital Saint-Joseph Moscati est bâti au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix. Et voilà, c'était le souhait du président Houphouët-Boigny et du pape Jean-Paul II pour que la basilique soit accompagnée par des œuvres sociales. Et déjà, le président Houphouët-Boigny a posé la première pierre. Aussi, il a mis des fonds nécessaires pour la construction de cet hôpital. Très émue, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida l'a été, convaincue que cet hôpital, une fois totalement réalisé, va contribuer à augmenter de façon significative l'offre de soins de santé aux populations, notamment en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Une des priorités du président de la République, lorsqu'il s'est rendu à Rome dernièrement, lors de la visite au pape Benoît XVI, il lui a demandé de bien vouloir accepter de venir à Abidjan, plus précisément à Yamoussoukro, inaugurer cet hôpital. Évidemment, cela serait prévu pour le mois d'avril.
Cela signifie que nous, en tant que ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, nous devions nous rapprocher de l'architecte et des personnes qui ont été mandatées pour la construction de cet hôpital afin que les choses reprennent et qu'elles aillent très vite. Au regard de sa dimension non seulement spirituelle mais sociale, l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati va offrir des services chirurgicaux, obstétricaux et pédiatriques, de laboratoire, de pharmacie, d'imagerie diagnostique, de thérapie respiratoire et d'urgence, ainsi que des soins médicaux divers qui seront disponibles à des tarifs accessibles aux plus démunis. La mission d'assistance du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques en partenariat avec le Haut Commissariat aux réfugiés dans le cadre de la prévention apatridie a permis à bon nombre de personnes exposées au risque de l'apatridie d'avoir un extrait de naissance à Sinématialis dans la région du Poro. Le commentaire d'Abou Sanogo. 235 extraits d'actes de naissance ont été délivrés lors de l'audience foraine dans la région du Poro. Les pétitionnaires se sont présentés devant le tribunal accompagnés de leurs parents ou de 2 témoins majeurs en vue de leur déclaration de naissance munis d'une requête préalablement renseignée et du certificat d'âge physiologique établi sur place par un médecin. Pour soutenir le service administratif, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques Nyelima Mamadou Koulibaly a remis au sous-préfet de Sinématialis du matériel logistique pour appuyer les structures en charge de l'enregistrement des naissances dans l'optique de lutter efficacement contre l'apatridie en Côte d'Ivoire. Il est important que chacun soit individuellement identifié. Pour pouvoir faire des études, pour pouvoir aller à l'école, et aspirer demain nous remplacer dans le soin pour nos parents, il faut que nos petits frères, il faut que nos enfants, il faut que nos petites sœurs surtout aient des papiers pour aller à l'école. Pour rappel, le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, dans le cadre de l'accord de partenariat conclu avec le Haut Commissariat aux réfugiés en 2011 et 2012, a inscrit dans la matrice de ses actions l'organisation d'opérations d'enregistrement des naissances à l'état civil. Les audiences organisées dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire ont permis à plus de 2000 postulants d'obtenir des jugements supplétifs d'actes de naissance. Le service d'aide et d'assistance aux réfugiés apatrides Sahara et le Haut Commissariat aux réfugiés ont organisé un atelier pour faire le bilan de l'opération de rapatriement pour l'année 2012. Objectif, échanger les informations relatives aux rapatriés avec les différents acteurs impliqués dans le processus de réinsertion et de réintégration afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Cet atelier a eu lieu mercredi au Bureau international du travail BIT. Les détails avec Herman Niamia. Perspective 2013 pour une réinsertion et une réintégration réussie des rapatriés ivoiriens dans les tissus socio-économiques. Thème de l'atelier organisé par le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères en collaboration avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Il s'agit de faire le bilan de l'opération de rapatriement de l'année 2012 afin de rechercher des solutions aux problèmes posés par les réfugiés pour faciliter le rapatriement pour l'année 2013. Parce qu'il faut le dire, malgré les efforts consentis par l'État ivoirien et les organismes internationaux pour soutenir les réfugiés, ceux-ci sont toujours confrontés à d'énormes difficultés, notamment l'intégration des fonctionnaires civils et militaires dans l'administration, la réinsertion des étudiants dans les universités et l'absence d'activités génératrices de revenus. Les 3 premiers convois qui sont arrivés de l'année 2011 jusqu'à aujourd'hui n'ont rien reçu comme per diem, c'est-à-dire ce qui a été promis. Nous l'avons entrepris. En tout cas, assez de démarches auprès des structures. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore reçu de retour favorable. Pour l'année 2012, ce sont 7000 réfugiés ivoiriens qui ont été rapatriés volontairement par le HCR. Selon le représentant du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le gouvernement ivoirien va toujours coopérer avec le HCR pour assurer un traitement des réfugiés en conformité avec les normes et standards des droits de l'homme. Le gouvernement est pleinement engagé dans des efforts exceptionnels à faire pour le rapatriement de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Et dans le cadre de cette action, au cours de l'année écoulée, un certain nombre d'accords tripartites ont été signés entre le HCR, la Côte d'Ivoire et les différents pays où sont nos compatriotes. Et ce qui a permis de baisser de façon considérable le nombre de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Le gouvernement va poursuivre dans cette voie, intensifier les efforts pour que nos compatriotes qui sont à l'étranger rentrent définitivement dans leur pays.
Depuis la fin de la crise, ce sont 150 000 réfugiés ivoiriens qui ont regagné volontairement la Côte d'Ivoire. Dans un autre registre, la commission mixte en charge de la conception du plan d'évacuation des forêts classées vient de présenter le dit plan au ministre Paul Kofi Kofi en charge de la défense et Babo Daré en charge des eaux et forêts. Cette présentation intervient 2 mois après la mise en place de la commission mixte composée de représentants du ministère de la Défense et des eaux et forêts. Abou Sanogo. La dégradation de la forêt ivoirienne et les conflits sociaux qu'entraîne l'occupation et l'exploitation illégale des forêts classées constituent une réelle préoccupation pour les autorités ivoiriennes. Protéger ce qui reste encore de forêts classées et reconstituer les zones déjà détruites, telle est selon le ministre des Eaux et Forêts Mathieu Babou Daré, la vision du président de la République Alassane Ouattara pour la forêt ivoirienne. Mais cela passe nécessairement par le respect des lois en la matière. C'est tout le sens de cette opération. Essentiellement, il s'agit de rétablir l'autorité de l'État sur ces forêts-là, parce que c'est l'État qui a la gestion des forêts classées. Personne ne peut y entrer sans l'aval de l'État. Le plan opérationnel d'évacuation des forêts présenté par la commission mixte relevant des 2 ministères. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a indiqué que le choix de la zone de démarrage de cette opération d'envergure n'est pas fortuit. Nous commençons par la forêt de Nigré, dans la zone de Sassandra, parce que cette forêt a été fortement agressée. Il y a eu même des conflits intercommunautaires avec agression de nos hommes, notamment les éléments des eaux et forêts. Et aussi, lancer un appel à tous ceux qui occupent illégalement les forêts. Et donc, après cette opération, nous allons donc l'élargir à l'ensemble du territoire. Les occupants et autres exploitants des forêts classées sont donc avertis, car le gouvernement est déterminé à partir de janvier 2013 à mettre fin à ces pratiques qui ont fait passer les forêts classées de 16 millions d'hectares à l'indépendance à moins de 3 millions d'hectares en 2012. Et puis sachez qu'après cette édition, RTI1 vous propose une édition spéciale sur la signature de la charte universitaire ivoirienne pour la non-violence. La quinzaine de l'environnement qui a débuté le 13 décembre dernier a pris fin il y a 3 jours. Cette quinzaine avait pour thème économie verte, atout pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Les explications de Justine Seydjike. La quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable, marquée par des sensibilisations à l'endroit des populations, notamment les étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. À travers une conférence prononcée par le docteur Alain-Serge Kouadio, directeur de l'économie verte et de la responsabilité sociétale, ayant pour thème emploi vert, perspective en Côte d'Ivoire, les élèves et étudiants ont été exhortés sur le bien fondé de l'économie verte. Ainsi, selon le conférencier, l'économie verte se présente comme un mécanisme permettant de rentabiliser les activités en respectant les ressources naturelles. Il propose donc quelques types d'emplois verts présentant des opportunités pour la jeunesse. L'économie verte a 3 buts. D'abord, de lutter contre la pauvreté, de lutter contre le chômage et puis de préserver l'environnement. Ces 3 éléments sont des 3 plus grands défis auxquels le monde doit faire face ces prochaines années. D'abord par la création de l'emploi, par une amélioration du revenu par habitant, ça veut dire une amélioration du bien-être des populations, mais également en préservant l'environnement, en émettant moins de gaz à effet de serre pour limiter les effets sur les changements climatiques. Représentant le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le directeur de cabinet, professeur Guillaume Yao Loukou, a procédé à la distribution des gadgets aux différents partenaires et à tous les participants. Pour rappel, la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable, qui avait pour thème économie verte, atout pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020, a débuté le 13 décembre dernier dans la commune de Port-Boué et a pris fin le 20 décembre. Avant la fin de son mandat qui sera matérialisé par l'élection du conseil régional en 2013, le conseil général de Katiola continue de mener ses activités. Présidé par Koulibaly Minaya Siaka, le conseil vient de remettre les clés de 2 écoles. Bientôt, le premier bâtiment du collège Ouattara Thomas d'Aquin de Fronan, nous dit Charles Niaoré. Une école de 3 classes à Sangadjoka, une autre à Kanaoulou, un collège moderne en construction à Fronan. Des bâtiments en réhabilitation au lycée de Katiola. Comme le dirait l'autre,
plus rien ne semble arrêter le Conseil général de Katoula sur la route du développement. Tant que le Conseil régional n'est pas encore mis en place, nous allons continuer notre travail jusqu'à la fin. Nous sommes dans la logique du deuxième volet, c'est-à-dire la livraison de ce qui était en cours jusqu'à ce que notre mandat arrive à terme effectif. Un esprit de responsabilité du président du Conseil général de Katoula qui a permis, selon les populations rencontrées, de sortir plusieurs villages de certaines difficultés d'ordre social. Ce collège tombe à point nommé pour la population de Frona, la population dont les enfants sont obligés d'aller à Katoula pour la suite de leur scolarité. La construction d'un édifice scolaire n'est point un vain sacrifice. Elle est symbole de progrès, de lumière et de vérité. Depuis que je suis arrivé, vraiment, j'ai plusieurs fois sollicité le conseil et il a répondu positivement. Je voulais vraiment profiter de cette occasion pour dire merci au président pour tout ce qu'il fait pour le lycée moderne de Katoula. Et pour Koulibaly Minaya Siaka et son équipe, les engagements pris avec les populations seront respectés avant l'élection prochaine des conseils régionaux qui viendra mettre fin aux activités des conseils généraux. Dans le cadre de sa mission de contrôle et de la prolifération des armes légères en Côte d'Ivoire, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères a organisé à Grand-Bassam un atelier bilan de planification des activités pour 2013. Objectif, procéder à une revue de la mise en œuvre des actions réalisées. Le point avec Abou Sanogo. Cet atelier dit de revue annuelle 2012 vise à faire le bilan des activités menées par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, COMNAT ALPC, au cours de l'année 2012 et à planifier celle de l'année 2013. La COMNAT ALPC, dans l'accomplissement de sa mission de contrôle de la prolifération des armes légères en Côte d'Ivoire, s'est dotée en novembre 2011 d'un plan d'action national avec l'appui des acteurs nationaux et internationaux intervenant dans ce domaine. Un plan d'action national qui s'inscrit au nombre des priorités du gouvernement tel que défini par le plan national de développement PND. Nous avons assigné deux objectifs généraux à notre plan d'action national. D'une part, contribuer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire et au processus de réconciliation nationale, et d'autre part, s'inscrire dans une dynamique de recherche d'une paix durable à travers des actions visant à la réduction de la violence armée et à l'instauration d'un climat sécuritaire durable sur toute l'étendue du territoire national. La mise en œuvre du plan d'action national s'est traduite par la conception et la réalisation de plusieurs activités dans différents domaines. La communication, la sensibilisation à la gestion des stocks d'armes et munitions, le renforcement du cadre législatif et réglementaire sur les armes légères et de petit calibre ALPC. Pour l'année 2013, la COMNAT ALPC envisage de poursuivre le renforcement de la collecte des armes légères, la finalisation des cadres législatifs et la sécurisation des frontières par la formation des forces de sécurité et la sensibilisation des populations vivant le long des frontières. Dans le reste de l'actualité hors de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, le débat sur le contrôle des armes à feu fait rage. Le président Obama a annoncé la création d'un groupe de travail dirigé par le vice-président Joe Biden qui doit lui soumettre d'ici à la fin janvier 2013 un plan pour renforcer le contrôle des armes à feu avant le massacre de Newtown qui a fait 28 morts. Cela ne figurait pas parmi les priorités de son second mandat. Reportage. Une foire aux armes ce week-end dans le Colorado. Sur le parking se croisent ceux qui repartent les bras chargés de fusils et munitions et ceux qui se précipitent pour s'équiper. Tous redoutent un durcissement de la législation sur l'accès aux armes. On a peur de ne pas pouvoir continuer à se protéger avec nos armes. Il y a 2 semaines, on pouvait acheter une arme à $1 400. Maintenant, ça atteint 2 400 voire 2 700 $. Les prix explosent. Après chaque tuerie, que ce soit Newtown, Aurora ou Columbine, le même scénario se répète. Pendant que certains se précipitent dans les armureries, le camp de ceux qui réclament un meilleur contrôle de l'accès aux armes se renforce. There used to be a ban on these assault weapons. We would like to see that ban put back in place. We also believe that the ammunition for those kinds of guns should be constrained because there's so many of them out there already
La loi qui interdisait la vente de fusils d'assaut a expiré en 2004 et n'a jamais été renouvelée. Effrayée à l'idée qu'elle soit remise au goût du jour, tous les armuriers du pays témoignent d'une explosion de la demande d'armes à feu depuis une semaine. Et alors que le lobby des armes préconise des policiers armés devant chaque établissement scolaire, certains vont encore plus loin. Dans cette école du Texas, tous les professeurs ont avec eux un pistolet pendant la classe. Et puis sachez que le président de la République de Côte d'Ivoire a adressé un télégramme officiel à son Excellence M. Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président et cher ami, c'est avec une très vive émotion que j'ai appris la triste nouvelle de la fusillade survenue le vendredi 14 décembre 2012 dans l'école Sandy Hook de la ville de Newton, qui a coûté la vie à 28 personnes, dont une vingtaine d'enfants. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Excellence, à toutes les familles des victimes et au peuple américain mes condoléances les plus émues ainsi que l'expression de ma profonde sympathie. Soyez assurés de la solidarité pleine et entière du peuple ivoirien dans cette pénible épreuve que traverse une fois encore le vaillant peuple américain. En vous réitérant ma sincère sympathie, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et cher ami, l'assurance de ma très haute considération. C'est signé son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. On termine en sport à football avec la Coupe de la Confraternité. Les femmes de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI ont battu les femmes de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC par un score de 2-0. Des buts marqués par Matenin Konaté, cadreur à la télévision nationale. Quant aux hommes, ils se sont séparés par des tirs au but à l'avantage de la RTI. Les deux équipes vainqueurs ont reçu leur trophée. Occasion pour l'équipe féminine de la RTI de manifester sa joie avec des pas de danse bien enlevés. Revenons sur cette information avant de nous dire au revoir. RTI 1 vous propose après ce journal une édition spéciale sur la signature de la charte universitaire ivoirienne pour la non-violence. C'est ici que s'achève cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. On se retrouve demain 20h avec le même plaisir. Bonsoir.